bonjour à tous, merci d'être venus ce matin malgré les bouchons. Je vais pas prendre plus de temps parce que je vais laisser effectivement la parole à Monsieur Lecam et à Madame Amarir. Juste vous dire bon Tech Days. Aujourd'hui, on est ensemble pour la décarbonation des chaînes logistiques. Et je laisse tout de suite la parole à Monsieur Lecam, notre vice-président en charge du développement économique pour l'agglomération. Oui, merci Justine. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc je suis très heureux, comme à chaque fois, de pouvoir initier cette séance de Tech Days. Je crois que c'est la 4e de cette année. Donc on en aura d'autres en 2024. Mais en tous les cas, c'est une volonté de la communauté d'agglomération de pouvoir permettre, je dirais, aux 3 partenaires, évidemment la communauté d'agglomération qui est, je dirais, l'aiguillon permanent, mais également le CZ, et Fatima qui pourra s'exprimer, et puis CY, Sergi, où ils sont partis, ils sont pas là. Bon. Dans tous les cas, non, même pas. Donc ça, c'est très important parce que ce rendez-vous permet de faire des rencontres entre le monde académique et les entreprises, et c'est important. Le sujet, la décarbonation, est également d'actualité. Il y a des expertises, il y a des témoignages qui vont arriver, et donc ça, c'est très important. Je voudrais simplement dire que vous êtes ici à La Turbine, qui est un IPHE, mot barbare, incubation, pépinière et hôtel d'entreprise. Et ce lieu, donc, accueille un grand nombre d'entreprises, de start-up qui sont, je dirais, présents. Aujourd'hui, on a un taux d'occupation qui voisine les 90%, et c'est une réelle réussite. Il y a un partenariat qui était avec le département, la communauté d'agglomération et également l'Île-de-France. Donc, je vous souhaite un bon Tech Days et puis décarbonez-vous à fond. Voilà. Allez, à bientôt. Voilà, je vous laisse la parole, Madame Amarir. Restez bien, voilà. Oui, ne t'inquiétez pas. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Fatima Amarir, je suis j'allais dire la nouvelle qui vient d'arriver, car en tant que présidente du CZ 95, j'ai été désignée cet été et je vous cache pas, c'est mon premier Tech Days, donc je viens un peu à l'aventure, mais j'ai déjà eu la chance d'assister à pas mal d'événements sur la turbine. Et c'est vrai que quand on m'a demandé de prendre la présidence du CZ, ce qui m'a plu, c'est vraiment de réussir à faire le lien entre le monde académique et le monde de l'entreprise. Alors pour ma part de carrière, je suis ingénieur chimiste, je gère un laboratoire de recherche et développement. Et c'est vrai que je me rends compte que dans le monde du privé, on fait très peu appel au monde académique. Et on a surtout la chance, sur l'agglomération de Cergy, d'avoir un tissu académique très important, mais très méconnu du monde de l'entreprise valdoisien. Et c'est vrai que aujourd'hui, comme l'a dit monsieur le vice-président, on est à la 4e session des Tech Days pour 2023. Mais nous sommes aussi au 23e événement Tech Days depuis que ça a été lancé en 2019. Et moi, je suis ravie qu'on soit sur cette thématique de la décarbonation parce que aujourd'hui, on est tous portés sur la question de la transition écologique. Et pour ma part, dans mon métier, je vois énormément de camions passer, je vois énormément de flux qui polluent beaucoup. Et les solutions de demain sont très intéressantes pour nous, pour voir comment on peut limiter notre impact. Donc je remercie l'ensemble des partenaires qui vont nous faire des interventions pour nous parler des solutions qui peuvent être amenées à être utilisées à l'avenir. Et je remercie également l'ensemble des équipes de CY, mais également de l'agglomération de Cergy qui répondent toujours présents, et ainsi que l'équipe du CZ en la qualité de Rodolphe et Mariam, et Sylvain qui gère toute la partie captation. Et puis j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon rendez-vous des Tech Days, et à la fin, donc on est attendu pour faire, j'allais dire, du networking autour de café et de viennoiserie. Très bel événement à tous et merci de votre mobilisation. Alors, pendant qu'on essaye de faire défiler les slides, ce qui n'est pas gagné, je vais laisser du coup Denisa Dupas venir, puisque c'est effectivement la première intervenante de ce Tech Days. Denisa, donc, qui est responsable de projet Île-de-France et Europe pour Nextmouth. J'en prie, viens.
Et du coup, qui va nous parler donc de la décarbonation des chaînes logistiques, qui va nous proposer un panorama de la situation en France, et puis bien sûr présenter le pôle de compétitivité dont tu es la représentante. Ça marche. J'en prie. Est-ce qu'on est bon? On est bon. Parfait. Bonjour à toutes et à tous, merci de m'avoir introduit. Du coup, je vais commencer par vous présenter NextMove. NextMove, c'est un pôle de compétitivité qui fédère en Île-de-France et en Normandie les acteurs de la mobilité. Donc voilà, on réunit un écosystème de plus de 550 acteurs qui représentent à peu près 25% des acteurs de la filière, et on est également le bras opérationnel de la PFA, donc la plateforme française de la mobilité, en Île-de-France et en Normandie, donc sur ces deux régions-là. Et on partage une vision qui est celle d'être un écosystème de référence au niveau européen où sont inventées, développées, expérimentées et industrialisées les solutions de mobilité durable et de mobilité de demain. On anime ce qu'on appelle la Mobility Valley, du coup, sur ces deux régions-là. Donc, c'est un des premiers écosystèmes européens de la mobilité. Et on accompagne les entreprises membres de NextMove sur 5 points clés qui sont l'innovation, le business, le réseau, les compétences et l'industrie. Ça, c'est les 4 marchés qu'on adresse, donc l'automobile, les solutions de mobilité, les transports publics et les mobilités douces. On ne fait pas de fluvial, pas de ferroviaire et pas d'aéronautique. Il y a d'autres pôles de compétitivité en France qui s'occupent de ces secteurs-là et qui ont leurs membres et qui les accompagnent sur ces sujets-là. Au niveau de la typologie des membres, on a des industriels et des grands groupes, donc Stellantis, Valeo, Forvia, Continental, pour ne citer que. On a une très grande majorité d'ETI, PME et start-up qui viennent chercher l'accompagnement qu'on leur propose. On a également des établissements de recherche et d'enseignement supérieur. Et pour finir, des collectivités et territoires comme la CACP qui est membre NextMove. On couvre toute la chaîne de valeur de la mobilité, donc de la recherche jusqu'à l'industrie et aux services. C'est pour ça que je tenais juste à faire une petite différence entre chaîne de valeur et chaîne logistique, qui est peut-être évidente pour certains, mais peut-être pas pour tout le monde. Donc, la chaîne de valeur, c'est l'ensemble des activités nécessaires à la fabrication d'un produit ou alors un service. Et la chaîne logistique, c'est le processus d'acheminement du produit jusqu'au client. Il n'y a pas de chaîne de valeur sans chaîne logistique, ça coule de source également. Participer à la décarbonation des chaînes logistiques, c'est vraiment une obligation qui devient de plus en plus légale, comme vous le savez, avec plusieurs lois qui viennent sur le sujet, comme la loi LOM par exemple, la loi d'orientation des mobilités, qui va promouvoir le transport durable, qui va promouvoir également le report modal. Donc voilà pour ces quelques exemples. Et en plus d'être une obligation légale, c'est évidemment une obligation qui est sociétale et malheureusement ou heureusement, l'une est au service de l'autre et l'une ne va pas sans l'autre pour le coup. Pour vous donner quelques chiffres, alors je parle exclusivement du transport routier parce que c'est le cœur de métier des entreprises avec lesquelles nous on travaille tous les jours, mais évidemment il y a d'autres sujets comme je les ai cités avant et puis on verra ensuite l'exemple avec Bataillog qui va parler de cette solution CityFlow. Donc 74% des émissions de CO2 en France sont dues au transport routier. Et plus d'un tiers des émissions de CO2 est dû au transport en général, donc aéronautique, fluvial, etc., en France en 2022. Il y a beaucoup d'actions qui vont en ce sens, beaucoup d'initiatives qui sont prises. La région Île-de-France qui a voté ses budgets l'année dernière et, je cite, a été alloué un budget inégalé pour les mobilités du quotidien. Donc là, ça comprend les mobilités de particuliers, les transports en commun, les infrastructures pour le vélo, pour les bus, etc. Et tout ça, ça prend vie dans le cadre de l'acte 2 de la révolution des transports franciliens. Pour donner quelques chiffres, il y a 474 millions d'euros qui ont été alloués pour les transports. Donc, comme je le disais juste avant, un transport en commun, infrastructure, bus, vélo. Et je tenais à le préciser également, 400 millions d'euros pour la décarbonation de l'industrie en général. Et je trouve ça important de le dire parce que dans l'industrie en général, on comprend donc la logistique propre et les énergies renouvelables. Il y a aussi des objectifs nationaux qui vont en ce sens. Je me suis concentrée que sur ces deux échelles-là, donc pas à l'échelle européenne. On a une baisse de 55% des émissions qui est prévue pour 2030. Et donc ça, c'est pour toutes les activités humaines. Et on en demande une baisse de plus de 30% pour les activités de transport, donc tout confondu. Vous n'avez pas pu passer à côté, mais il y a également la fin de production des véhicules thermiques qui a été annoncée pour 2035 et une neutralité carbone est espérée à l'horizon
2050, c'est assez ambitieux, mais on voit beaucoup d'initiatives qui vont en ce sens, beaucoup de startups qui innovent pour ça, beaucoup d'entreprises qui sont implantées déjà, mais qui vont se réinventer pour accompagner la décarbonation des chaînes logistiques, et également des collectivités, des territoires qui vont réfléchir de plus en plus à leurs ZFE, donc les zones à faible émission. Donc voilà, il y a plein d'initiatives qui vont en ce sens-là. Et nous, les pôles de compétitivité, donc je dis nous parce qu'il y a 4 pôles de compétitivité mobilité et plein d'autres encore sur les autres types de transports en France et en Europe également. On intègre tous ces objectifs-là à nos feuilles de route annuelles et on accompagne les entreprises qui sont membres sur ces sujets-là. On va les accompagner vers des financements qui sont liés. On va monter des projets collaboratifs et innovants sur ces sujets-là. On va également faire des événements sur ces sujets, des plénières, des webinars. On a fait une plénière, par exemple, sur les ZFE avec des collectivités. Et pour finir, je voulais donner quelques exemples d'entreprises qui travaillent sur la décarbonation des chaînes logistiques. Je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis que la décarbonation des chaînes logistiques, c'est pas seulement la chaîne logistique, c'est pas seulement un camion qui quitte un entrepôt pour en rejoindre un autre. Il y a plein d'autres aspects qui entrent en jeu. Et donc là, c'est quelques exemples des entreprises qui sont membres chez Nextmove, mais évidemment, il y a plein d'autres solutions qui existent. On a pour commencer, par exemple, EDF, qui va travailler sur les énergies renouvelables. Et notamment, il y a quelques projets qui se montent autour de l'hydrogène, comme le fait Engie, par exemple. L'hydrogène, ce n'est pas la solution, mais c'est quand même une des solutions qui existent. C'est une des solutions, par exemple, pour les transports dits lourds, donc les poids lourds, les bennes à ordures, enfin les camions poubelles, c'est peut-être pas la jolie façon de le dire. C'est également la solution pour des transports dits intensifs. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Hype, j'aurais également pu le mettre là. C'est des taxis, des flottes de taxis hydrogène qui circulent en Île-de-France. C'est des taxis bleus avec des nuages dessus, peut-être que vous les avez déjà vus passer. On a également BIP Batterie qui optimise la gestion des batteries, donc qui va allonger leur durée de vie, qui va permettre de les réparer, qui va permettre également le recyclage. Donc ça, c'est un peu plus la partie économie circulaire de la chaîne logistique, mais c'est quand même important de tenir ça en compte. On a WeNow qui fait de l'autodiagnostic d'empreinte carbone et qui aide ensuite à la réduction des résultats et à améliorer justement les résultats. Square Miles qui fait du diagnostic de solutions de logistique du dernier kilomètre, donc ça rejoint un petit peu les ZFE. Et pour finir, Cariol qui produit des véhicules électriques professionnels, donc remorque cycle, pareil, livraison du dernier kilomètre, ZFE, ou alors des chariots de manutention pour charger par exemple des camions, etc. Donc voilà pour ces exemples-là. Merci beaucoup et puis je vais laisser la partie plus technique aux autres intervenants maintenant. Merci. Questions, n'hésitez pas. Oui. Merci. Oui, bonjour, Christophe Berthelal, Core Technologies. L'exposé très bien. Vos pourcentages, 74%, c'est un petit peu affolant, surtout pour la France. Ça serait bien de les ramener sur l'Europe. On a un des pays les plus décarbonés. On a 440 TWh électriques, dont 335 avec les centrales. Donc les chiffres que vous annoncez sont un petit peu effrayants, mais si on les ramène au niveau de l'Europe, c'est une goutte d'eau. Oui, c'est une goutte d'eau en fait. Ça serait sympa de le présenter plus comme ça, parce que là, ça nous fait un petit peu peur. Là, c'était un peu un parti pris en fait, de se concentrer sur la région et sur le national. Mais c'est vrai que j'aurais pu également montrer des chiffres européens et ça aurait été un peu moins... Et le deuxième point, c'est l'hydrogène. L'hydrogène, on prend surtout souvent comme énergie. En fait, c'est plus un vecteur d'énergie, parce que l'hydrogène n'existe pas en énergie primaire. Il faut le fabriquer. Oui. Et dans tous les exposés qu'on voit aujourd'hui, les coûts de fabrication sont très élevés. Et on n'en parle jamais, en fait. Oui, c'est pour ça que justement, c'est vraiment pour un seul type de transport. Donc, comme je le disais, les lourds et puis les transports intensifs. Mais c'est vrai que voilà, ce n'est pas la grosse solution. Il n'existe pas une seule solution pour décarboner les chaînes logistiques, mais il existe des solutions qui vont permettre pour certains secteurs et pour certains clients d'être plus efficaces en tout cas. Mais oui, vous avez raison. Merci à vous. Question ? D'autres remarques ? Merci. Super, merci. Merci de m'avoir écouté. Merci. Du coup, je laisse le prochain intervenant, Tariq Baba, s'installer, peut-être prendre les micros. Non, c'est déjà fait. Parfait, super. Voilà, on vous laisse vous installer. Alors peut-être la petite zapette. Voilà, qui est fondateur de Bataillog, qui va répondre à une question cruciale. Donc, quelles alternatives pour une décarbonation des chaînes logistiques. Donc voilà, nous présenter la solution Cityflow.
Bonjour à tous, je suis ravi en tout cas d'être là, mais à plusieurs titres, parce que déjà je suis valdoisien. Moi je suis diplômé là, de l'ENSEA, donc plutôt local. J'ai fait un exécutif aussi à l'ESSEC, donc je n'ai pas trop bougé, en tout cas du Val d'Oise, et je suis installé à la Turbine, et avec un accompagnement de la communauté d'agglo de Cergy-Pontoise. Donc voilà, je suis ravi d'être là à plusieurs titres. Donc je suis le fondateur de Bataillog. Bataillog, en fait, on est spécialisé, notre mission principale, c'est transformer la logistique de nos clients en levier de performance opérationnelle et environnementale. Et croyez-moi, ce n'est pas galvaudé. La logistique, je pense que ça traverse un peu toutes les industries, tous les secteurs. Et nous, on a choisi plutôt un secteur particulier parce que c'est ma sensibilité, c'est ma formation aussi et mon parcours professionnel. C'est tout ce qui est installation technique et chantier. Donc du coup, on a plutôt choisi cette approche sectorielle. Et c'est venu un peu du constat qu'on faisait plutôt les opérations de déploiement sur les chantiers. Je voyais plutôt mes conducteurs de travaux faire des allers-retours avec leur petite camionnette parce qu'ils ont oublié de commander, parce que ce n'est pas structuré, ainsi de suite. Et c'est principalement ça la motivation et la mission de Bataillog. C'est-à-dire on vient accompagner nos clients pour mieux structurer leur logistique, gagner en productivité. C'est vraiment le levier principal. Et ça coule de source qu'on a de l'optimisation de productivité. L'impact environnemental aussi est presque induit et direct. Alors comment on le fait? Donc on le fait pour utiliser un jargon savant pour la supply chain. On se définit comme un 5PL, Fifth Part Logistics. C'est le dernier niveau de l'externalisation de la logistique, c'est-à-dire vous avez plutôt le premier niveau, je veux transporter de la marchandise d'un point A à un point B, bon ça s'appelle un transporteur. Et là, nous on est vraiment au dernier niveau, c'est-à-dire les entreprises qui veulent externaliser l'ensemble de la chaîne logistique, mais surtout confier à un acteur son optimisation. Voilà. Donc ça, c'est vraiment notre valeur ajoutée, cette externalisation. Je donne souvent l'exemple de l'informatique. Avant, on achetait des serveurs qu'on installait plutôt au sous-sol des entreprises et on avait une équipe qui allait l'opérer et le gérer. Et aujourd'hui, tout est infogéré, il y a le cloud, et du coup, pour nous, on est sur l'usage. Et donc, c'est un peu la valeur ajoutée de Bataillog, c'est vraiment transformer la logistique avec une externalisation globale en usage et pas des moyens plutôt de transport ou de stockage. Alors, pour faire, donc on a commencé plutôt par rapport à des opérations de déploiement sur la partie télécommunication, c'est vraiment aussi notre ADN, parce que ce sont des opérations multisites, donc on a plusieurs installations de téléphonie partout, et avec multi-fournisseurs. Donc nous, notre modèle, c'est plutôt venir, en tout cas, coordonner toute la chaîne. Et quand je dis toute la chaîne, chaque logisticien, il va vous dire, je fais le bout en bout. Nous, on essaye d'aller vraiment le bout en bout, c'est-à-dire à partir de l'expression de besoin. Je reviens toujours à mon conducteur de travaux chargé d'affaires. À partir du moment où il a finalisé sa conception, il a besoin d'approvisionner. Donc il y a une phase amont qui est la partie étude. Quel est mon besoin en termes de liste de matériel? Et donc on l'accompagne dans toutes ces chaînes. On accompagne aussi sur la partie approvisionnement. Et après arrive la partie qui est communément appelée logistique, c'est la partie gestion de l'entrepôt, transport et chantier. Et ça, c'est quelque chose aussi qui nous tient à cœur. On est aussi très présent sur tout ce qui est économie circulaire, économie, en tout cas logistique de réemploi pour les matériaux. Et on croit dur comme fer que la valeur ajoutée, c'est ce 360 degrés, cette vision d'ensemble qui permet d'optimiser, alors que la plupart des approches sont assez silotées dans leur réflexion. Alors, j'arrive sur la solution fluviale. En fait, la démarche du fluvial et cette solution alternative, elle est venue plutôt d'un échange avec la région Île-de-France, qu'on leur a présenté notre modèle organisationnel pour les chantiers. C'est vraiment un secteur qu'on ne visualisait pas énormément. Mais dès qu'on a commencé, on nous a dit, mais votre solution nous intéresse, mais pour d'autres aspects. Et pour le coup, la décarbonation et la décongestion des villes. Donc nous, le besoin, il a commencé par rapport à une approche opérationnelle. Et au fur et à mesure, on voyait que ça peut aussi apporter le bénéfice sur l'aspect sociétal et l'aspect environnemental. D'où cette transition. Et on était un peu effarés de voir un peu les chiffres. C'est qu'aujourd'hui, en ville, je pense que tout le monde se plaint des embouteillages en ville, 20% du trafic aujourd'hui, il est lié à ce secteur-là de la construction ou des chantiers avec des artisans, des camionnettes, des fournisseurs qui viennent plutôt distribuer. Et le deuxième constat, c'est plutôt ce qu'avait dit l'intervenante précédente, c'est plutôt la répartition entre les différents modes de transport. Donc aujourd'hui, le transport routier est quand même prédominant et la partie fluviale, elle représente à peine 1%. Et donc c'est ces éléments-là qui nous ont amenés à réfléchir sur un modèle, comment on peut intégrer
l'ADN de Bataillog, c'est-à-dire un 5PL logistique avec une approche globale, en solutionnant aussi la problématique des congestions des villes. Et du coup, notre modèle, il repose un peu sur trois piliers. Le premier, c'est un mot un peu barbare dans la logistique, mais la massification. Aujourd'hui, tout dans la logistique, on raisonne toujours d'une façon un peu silotée, alors que nous, on essaie d'avoir cette approche globale pour regrouper l'ensemble des flux. Excusez-moi si j'utilise encore un jargon un peu barbare, mais regrouper l'ensemble de la marchandise à un seul endroit qui nous permet de refaire la distribution par la suite. C'est la fameuse massification. Le deuxième levier, c'est la mutualisation. Nous, aujourd'hui, Bataillog, on est un logisticien, mais sans entrepôt, sans camion, sans bateau. Et j'y crois dur comme fer, c'est que les moyens déjà existants, on peut les optimiser. Et on essaie un peu de mettre en coordination l'ensemble des acteurs pour créer une offre globale. Et donc notre valeur ajoutée, elle est dans la mutualisation de moyens, la mutualisation de marchandises. Il y a beaucoup de camions qui sont transportés à vide, il y a beaucoup de bateaux qui naviguent à vide, ainsi de suite. Et nous, notre but, c'est vraiment cette mutualisation à en tout cas sur différentes échelles. Et le troisième point, je pense qu'on est aujourd'hui dans l'ère de la digitalisation. Qui dit mutualisation dit plusieurs acteurs. Donc on a besoin de coordonner l'ensemble à double intérêt. Le premier, c'est automatiser un peu la collaboration entre les différents acteurs, mais aussi donner de la visibilité au client. Aujourd'hui, un client, je reviens à mon image de 360 degrés, il a besoin de ces tours de contrôle qui lui dit où j'en suis dans les différentes étapes. Je pense qu'on a tous été habitués à Amazon, qui nous donne une très bonne visibilité. Est-ce que c'est commandé, quand est-ce que c'est arrivé, ainsi de suite. Et sachez, dans le milieu de la construction, je pense qu'on envoie une commande, on dit j'espère que ça va arriver à temps quand ma grue elle serait disponible. Donc c'est quelque chose qui n'est pas assez présent. Alors, donc du coup, si je simplifie un peu le modèle, c'est toujours cette massification. Donc on essaie de le faire avec des entrepôts et de préférence. Et donc du coup, le fluvial, c'est qu'un moyen, voilà, par rapport à notre modèle. Tant qu'à faire que ce centre de consolidation soit plutôt à voie d'eau. L'avantage du fluvial par rapport au routier, c'est que ça nous permet de générer, en tout cas d'agréger beaucoup de volume. Donc du coup, on fait cette massification un peu. Et naturellement, la plupart des grandes villes, c'est ce que je dis tout le temps, on ne réinvente rien. Pourquoi les grandes villes ils sont construites autour des grands fleuves? C'est parce qu'on utilisait le fluvial avant, qui était le moyen le plus simple pour transporter les moyens de construction plutôt en ville. Donc on essaye juste de réinventer ce qui existait auparavant. Et le troisième point, c'est que on essaie d'assurer cette distribution, aussi dans le jargon de la logistique, c'est cette distribution du dernier kilomètre avec des moyens décarbonés. Et le principe, et aujourd'hui c'est le frein qu'ils ont les distributeurs, si vous avez un fournisseur qui est dans l'Oise, il ne va pas prendre le risque de venir avec un camion électrique et alors être bloqué dans les embouteillages avec aucune sécurité d'être rechargé par la suite. Et donc nous, le fait de ramener plutôt la marchandise jusqu'en ville, on peut pour le coup utiliser des moyens décarbonés qui peuvent assurer cette distribution du dernier kilomètre. Alors là, c'est juste un petit clin d'œil par rapport au pilotage digital qu'on fait. Il faut voir vraiment notre plateforme digitale comme deux aspects. L'aspect client qui lui permet de planifier le chantier et avoir ces tours de contrôle, et toute cette partie-là qui est assez collaborative avec l'ensemble des partenaires. Donc notre modèle aussi économique, c'est qu'on vient un peu se plugger sur l'ensemble des outils de nos partenaires qui sont digitaux pour pouvoir coordonner un peu et piloter l'ensemble. Alors, j'ai juste une petite vidéo qui concerne notre, en tout cas le modèle pour que vous le visualisez. La logistique urbaine représente un gros problème pour les grandes agglomérations. Entre autres, les problématiques des embouteillages. Il faut savoir qu'en région parisienne, ceci représente 400 km de bouchons par jour. Les livraisons aussi, à elles seules, représentent 45% des émissions des particules fines. Ceci nous amène à réfléchir à de nouvelles solutions et organisation de logistique urbaine. Et chez Bataillog, nous sommes convaincus que c'est dans les vieux pots que nous pouvons faire les meilleures confitures. Donc nous souhaitons reprendre les moyens de transport de nos ancêtres et de l'ère industrielle, le fluvial. L'offre CityFlow de Bataillog est une offre de logistique urbaine. Elle consiste à un nouveau schéma organisationnel qui intègre le transport fluvial. Elle repose sur 3 piliers. Le premier, c'est de disposer de centres de consolidation qui soient à voie d'eau et en périphérie de zones denses. Ceci nous permet de regrouper l'ensemble des flux de plusieurs fournisseurs et de plusieurs clients. Le deuxième, c'est le transport fluvial
C'est un mode de transport massifié qui nous permet de recouper l'ensemble des marchandises. Et le dernier, c'est utiliser des moyens décarbonés, vélo cargo ou véhicules électriques, pour pouvoir assurer la distribution du dernier kilomètre. Selon Voies navigables de France, la Seine pourrait accueillir 3 à 4 fois plus de trafic, ce qui ferait d'elle une vraie alternative par rapport au flux routier. Ce mode de transport représente plusieurs défis. Le premier, c'est la difficulté à coordonner entre les différents acteurs. Le deuxième, c'est la rupture de charge, la rupture qui est liée à l'enchaînement entre les différents modes de transport. Et le troisième, c'est le modèle économique. Il faut qu'on trouve un modèle économique qui soit aussi compétitif que le routier. Nous avons lancé un test opérationnel avec notre partenaire Cemex. Ce test, au-delà de l'aspect organisationnel de l'offre CityFlow, nous a permis de valider 3 grands principes. Le premier, c'est la mutualisation. On voulait mutualiser les différents flux de différents chargeurs. C'est-à-dire que nous l'avons chargé à la fois en granulats et à la fois en containers. Ces containers étaient chargés de mobilier urbain destiné à la ville de Paris. Le deuxième grand principe, c'est cette logistique collaborative. Chacun ramène ses actifs. Quand Bataillog décroche un marché auprès d'un client, nous on soit inclus en fait dans la boucle logistique et qu'on puisse leur proposer nos services. Et on est vraiment en fait un maillon de la chaîne et Bataillog est vraiment l'entité qui va agréger un peu tous ces acteurs pour les mettre en ordre de marche pour servir des clients aujourd'hui qui ont du mal en fait à se convertir au fluvial. On a collaboré aussi avec une brigade de manutentionnaires mobiles qui ont fait l'opération de chargement et de déchargement. Et le dernier, ce sont nos partenaires de distribution décarbonée, que ce soit véhicules décarbonés, camions gaz ou vélo cargo. Et le troisième grand principe, c'est la capacité du digital à coordonner l'ensemble de la chaîne et aussi à donner de la visibilité au client final. Le fluvial, c'est quelque chose qui est plus sur du long terme. On met un peu plus de temps en fait, à acheminer les produits, mais on les achemine en plus grande quantité, c'est ce qu'on appelle la massification, et aussi avec un impact qui est beaucoup moindre sur l'environnement. Forcément, c'est ce qu'on recherche maintenant pour alimenter les grandes métropoles, dont Paris. À travers ce test, nous avons voulu montrer que nous avons tout le matériel adéquat pour réaliser ce type de logistique et que nous sommes capables de mixer les usages de nos barges. Nous avons identifié les axes d'amélioration et nous sommes prêts pour un passage à l'échelle. Alors, juste pour conclure, donc, on est lauréat de l'ADEME du programme d'investissement d'avenir, le SIC 4.0 avec ce projet. Donc, on l'a inscrit plutôt sur 3 ans, donc une phase R&D, une phase d'expérimentation et un passage à l'échelle plutôt à horizon 2025. On a eu la chance, ça vous montre un peu mes favoris, ce que je regarde plutôt sur YouTube. Mais en tout cas, on est lauréat sur le PIA 4, sur la LECIC 4.0. On est financé aussi par la région Île-de-France sur ce projet-là. Et on vient de gagner cet été notre premier appel d'offres avec la ville de Paris, justement pour opérer le fluvial. Donc on va commencer sur le mois de février. Et il y aura une navette qui va faire entre Saint-Ouen-le-Monde. On va disposer d'un entrepôt qui est plutôt à Saint-Ouen-le-Monde et Bonneuil-sur-Marne pour faire la distribution, en tout cas, du fluvial. Et ça, c'est ce qu'on va opérer sur l'année 2024. On construit le projet donc, avec plusieurs partenaires, y compris sur l'aspect académique avec l'ESSEC. Donc on construit l'offre, on a un projet de partenariat aussi avec l'ESSEC pour aussi travailler sur l'offre, la cible et comment on peut la commercialiser. Donc ça fait aussi partie des synergies que je trouve localement avec les écoles, en tout cas valdoisiennes. Et le dernier point, ça paraît simple, mais aujourd'hui, je reviens toujours sur les solutions alternatives. Je le dis souvent sur cette offre-là, mon plus grand défi, c'est la conduite du changement. C'est-à-dire aujourd'hui, je reviens un peu à la genèse. La solution, elle est simple, évidente, techniquement, on peut la mettre en place. Mais elle est convaincre le conducteur de travaux de dire il va falloir anticiper un petit peu, s'organiser autrement. Et c'est un peu l'ADN de Bataillog. Aujourd'hui, on accompagne les acteurs d'abord. Les solutions, elles existent, mais plutôt la conduite du changement qui est difficile. Et donc, on démarre plutôt avec ça, accompagner les différents acteurs à revoir leur chaîne logistique, à la réfléchir d'une façon globale. Et les solutions n'est qu'une étape qui vient plutôt par la suite. Voilà. Merci.
vous avez des questions? Je n'étais pas du tout convaincant, c'est ça. Bonjour, nous, Christophe Berthollet de Nouveau Alcor Technologies. Ce que vous faites, c'est très bien. Habitant en Quai-de-Seine, je suis convaincu qu'il y a du potentiel, un potentiel énorme. La question que je me pose, c'est là en Allemagne, est-ce que vous avez interrogé un petit peu les Allemands pour savoir comment ils arrivent à avoir autant de débit sur le Rhin? Quand on regarde le Rhin et on voit tout ce qui passe dessus, et il s'est passé quelque chose chez eux, pourquoi ça marche aussi bien? Est-ce que vous avez un petit peu questionné sur le sujet? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir la bonne réponse. Je vous donne juste un peu mes convictions. On a observé un peu ce qui existe en Europe. La France est en retard sur l'utilisation du fluvial. Ça, c'est une certitude. Et je pense que c'est plus un sujet politique. À un moment, il y avait moins d'investissement sur la partie fluviale. Aujourd'hui, on voit que ça revient à l'ordre du jour. Il y a une démarche volontariste et je pense que si on est lauréat, il y a beaucoup de programmes aussi qui financent et qui subventionnent un peu le report au fluvial. Après, deuxième aspect, je pense que je mettrais plutôt sur ce sujet-là, je pense que le déclin du fluvial, il est aussi lié à la désindustrialisation de la France. C'est-à-dire que la plupart des usines, ils étaient aussi à voie d'eau et ils distribuaient les grandes villes. Voilà. Donc, si vous regardez un peu les bateliers, quand ils vous racontent un peu l'âge d'or, ils disent moi j'avais l'habitude d'utiliser beaucoup le fluvial. Et c'était le seul secteur qui alimentait un peu cette... et je pense qu'avec le déclin du fluvial, on n'a pas trouvé d'alternative. Aujourd'hui, l'alternative, elle se trouve plutôt dans le transport céréalier. Donc il existe aussi beaucoup en tout cas de transport fluvial autour du céréalier, mais sur la logistique urbaine comme ça qu'on l'envisage, malheureusement, ça n'a jamais été mis en place. Vous avez raison. Alors, moi, tous mes amis céréaliers dans le 95 envoient leur camion de céréales à Rouen, en fait. Oui. Ils n'ont pas le réflexe de charger ici. Ouais, c'est dommage. Voilà. Et parce que leur prix de céréales, en fait, c'est un prix vendu. C'est 160 € la tonne. Ouais. Et rendu Rouen, en fait. Ouais. Ça fonctionne comme ça dans les céréales. Alors, moi j'ai l'impression quand même c'est une question d'architecture intellectuelle. Quand on bosse avec les Allemands dans l'industrie, c'est très ordonné. C'est 1, 2, 3. Vous commandez, même si vous êtes pressé, vous pouvez appeler au téléphone, envoyer des mails, ce que vous voulez. Vous avez passé votre commande à tel moment, vous serez livré à tel moment, parce que le chemin à parcourir, c'est ça. Vous avez beau pleurer, même payer plus cher, il y a un chemin à faire. Les gens très, très, très réguliers sur ce terrain-là. En France, dans l'industrie, on prend du temps pour réfléchir à les bureaux d'études. On sait que la date de délai, elle est donnée. Mais toute cette partie de réflexion, d'études, même si on met beaucoup trop de temps, nous en tant que PME, après on a des délais très très courts pour fabriquer et pour livrer. Et si on voulait s'inscrire dans votre démarche, en fait, on ne pourrait pas parce qu'on nous a grillé tout le temps pour le faire. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a une démarche intellectuelle en France qu'il va falloir éduquer vos clients pour leur dire attention, il faut de l'ordre. Et nous, pour faire du point A au point B, il nous faut tant de temps. À un moment, si vous dépassez cette date, c'est trop tard. Et ça, je crois que ça va être le plus difficile dans votre projet. Alors, je partage. Et raison de plus, moi, ça me donne une légitimité parce que je viens du milieu de la construction. Donc, du coup, je sais comment ça se planifie un projet. Je ne conçois pas qu'un conducteur de travaux, pour un projet qui a une durée de 2 ans, ou je ne sais pas combien de temps, avec des permis de construire, ainsi de suite, qui dit « j'ai besoin de matériel pour le jour au lendemain ». C'est inconcevable. Donc, partant de là, on réfléchit comment s'organise le métier. Et c'est comme ça qu'on apporte la solution logistique. Et nous, on ne vient pas autant juste dire on a le fluvial et il va falloir l'opérer. Donc, on accompagne vraiment nos clients sur cette approche globale, organisation, et la logistique devient qu'une solution et une étape pour industrialiser toute la chaîne. Et vous avez raison, c'est un de nos plus gros défis, c'est convaincre à changer la façon de travailler. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, je travaille pour Seaway Transport, donc à l'université de Cergy. C'est pas vraiment une question, je m'interroge juste sur les ressources, en fait, les vocations, la carrière. Étant petite fille de batelier, je sais très bien qu'il y a eu une rupture, en fait, à un moment où, effectivement, parce que c'était c'était un métier, en fait, qui se transmettait finalement de génération en génération. Il y a eu cette rupture. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des... Voilà, si vous misez sur cette activité, il va forcément y avoir du recrutement, enfin il va y avoir des besoins en tout cas en ressources humaines. Est-ce que
Est-ce que vous savez comment le secteur va pouvoir redevenir attractif Alors, je vais dans ce sens? vous répondre sur 2 aspects. Le premier, c'est la batellerie. Moi, j'étais extrêmement touché de découvrir un peu ce secteur-là, que je ne connaissais pas du tout. C'est un secteur qui est extrêmement touchant. C'est comme les forains, qui est une communauté qui se connaît, donc on a appris. Et honnêtement, j'en fais un enjeu sociétal de la redynamiser. Bon, à moindre échelle à mon niveau, mais en tout cas, c'est très important parce que c'est vraiment une activité qui mérite d'être mise en avant. Après, je n'ai pas la vocation de vous dire on va créer tant d'emplois, mais il va falloir au moins créer les bonnes conditions pour que ça redémarre. Donc ça, c'est le premier sujet. Maintenant, en tant que représentant de CY Transport, aujourd'hui, nous, en termes de recrutement, c'est vrai qu'on se cherche un petit peu. Si je reviens sur notre métier de base, on a pris plusieurs alternants aussi de CY. Trouver des ressources qui savent être des 5PL, aujourd'hui, ça n'existe pas sur le marché. Donc, on est en train de réfléchir, et justement, c'est le lien qu'il faut qu'on crée avec les écoles du Val d'Oise. Le métier évolue. Aujourd'hui, moi, je trouve des affréteurs, mais ce n'est pas ce que je cherche. Je trouve des gestionnaires d'entrepôts, ce n'est pas ce que je cherche. Je cherche des acteurs qui vont réfléchir sur l'optimisation de la chaîne. Et là, pour le coup, effectivement, il y a un vrai travail pédagogique aussi avec le milieu académique pour créer ces offres-là et ces emplois-là de demain. Et on le voit aujourd'hui, on a une vraie difficulté à trouver les bons profils qui peuvent répondre aux attentes marché et aux attentes plutôt du client. Et ce qui me frappe aussi, c'est quand je fais plutôt les entretiens, en même temps, on se plaint que le métier, j'ai que cette tâche-là d'une façon répétitive et je ne trouve pas d'épanouissement. Mais quand on les teste, on voit qu'ils ne sont pas formés aussi pour avoir cette vision globale. Et donc, il y a tout un travail aussi pédagogique avec les différents acteurs académiques pour trouver la bonne formation adéquate. Je ne veux pas dénigrer en tout cas les alternants que nous avons eus, mais c'est vrai, on n'a pas trouvé cette approche globale d'optimisation auprès des étudiants. Merci beaucoup pour la présentation, pour cette deuxième présentation pour moi de l'entreprise. Oui. Voilà, moi je suis comment dire, dans l'interrogation par rapport à un des points que vous avez soulevé concernant la massification. Donc la massification, ça veut dire qu'il va falloir mettre en commun des moyens qui vont être différents, des lieux de stockage, des entrepôts, des points de distribution, des moyens de transport qui vont être très hétérogènes entre le camion, le vélo cargo, le bateau. Et je pense au modèle économique derrière, en fait. Je pense qu'il y a effectivement un gros enjeu en termes de 5PL. Ça va être de trouver en fait, l'équation économique qui permette de dire on a quelque chose qui nous permet de vous faire une proposition économique qui se base, au final, nécessairement sur une multitude d'expériences qui va permettre de trouver un prix moyen qui sera lisible. Parce que la visibilité, en fait, ça va être compliqué. Et pour être compétitif par rapport à ce qui existe aujourd'hui, ça va être effectivement un enjeu de se dire tiens, je sais vous donner le prix qui va faire que moi je peux vivre, ce qui est important, et que deuxièmement, mon offre sera compétitive. Comment vous allez appréhender en fait toute la création de cette multitude d'expériences pour pouvoir effectivement être juste dans le chiffrage que vous allez faire, être pertinent aussi dans la solution économique? Est-ce que vous allez recourir à mon avis, un peu d'intelligence artificielle pour établir des scénarios de remplissage, des scénarios de stockage? Vous voyez, rien que le stock c'est important. Si on a un stock à un point A à un point B, ça n'a pas le même coût. Donc c'est tout un tas de paramètres en fait, qui me paraissent difficiles à mettre à standardiser, je dirais, pour donner de la visibilité à l'offre. Alors, je vous rejoins complètement, mais je crains que dans le temps qui m'est imparti, parce que c'est un vrai sujet de R&D, un vrai sujet de R&D, aujourd'hui, le modèle économique, c'est ce que j'en parle un peu dans la vidéo, le modèle économique reste compliqué. Par contre, il y a des axes de réflexion pour l'améliorer. Le premier, et j'y crois dur comme fer, c'est la mutualisation. Aujourd'hui, moi, le test qu'on a fait, il ne nous a même pas coûté 5 000 €. Pour une raison simple, c'est qu'on a pris une grue déjà existante de Cemex, on a pris déjà des opérateurs, on a pris une navette déjà existante, ainsi de suite. Donc j'y crois à la mutualisation. Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs, ils ont des actifs qui ne sont pas optimisés en termes de remplissage.
Donc ça, c'est vraiment le premier vecteur. Le deuxième vecteur, j'en parle aussi, le logistique, c'est le milieu où il y a beaucoup d'outils informatiques, mais qui n'est pas digitalisé. Je nuance. Il y a beaucoup d'outils, des TMS, des WMS, qui permettent de gérer les entrées et sorties. Mais un outil qui permet d'automatiser tout le parcours utilisateur de bout en bout n'existe pas. Et c'est ce qu'on se force de développer. Et en réduisant avec le digital, en réduisant un peu cette intervention humaine, bon, je ne sais pas si j'irai jusqu'à l'intelligence artificielle, mais au moins dans la digitalisation du parcours, on arrive à avoir des gains de productivité. Ça, c'est le deuxième axe. Le troisième axe sur lequel on travaille, et vous l'avez cité, c'est la standardisation. Aujourd'hui, il y a un sujet R&D qu'on mène aussi avec un bureau d'études, de dire quel est le contenant adéquat. Quel est le contenant adéquat? Ce n'est pas juste pour se faire plaisir, mais qui sera adapté à ma grue déjà existante, à mes bateaux existants, et que je ne réinvente pas des choses. Donc là, il y a aussi cet axe de réflexion, de standardisation. Et le dernier, il n'y a pas de mystère dans la logistique. Ce qui vous fait le point de basculement en termes de valeur économique, c'est le volume. Et aujourd'hui, je le dis à l'ensemble de mes clients, ça c'est mon sujet, la R&D. Laissez-moi réfléchir comment j'optimise. Et heureusement, on est soutenu par l'État. Aujourd'hui, il y a un dispositif qui est poussé par Voies navigables de France, où il finance 100% d'écart entre le fluvial et le routier. Donc aujourd'hui, si vous avez un projet d'amorçage sur le fluvial, ça vous coûtera jamais plus que ce que vous utilisez en routier. Et ça, c'est une bonne subvention de l'État pour amorcer. Et après, comme tout sujet R&D, il faut un peu approfondir. Donc ceux qui le prennent toujours par le prisme économique, je leur dis, laissez-moi me soucier de ça. Voilà, il faut vraiment, encore une fois, transformer et vouloir transformer. Et après, au fur et à mesure, espérant dans le cadre du volume, qu'on arrivera justement à ce point de basculement économique. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, comme vous le dites, le sujet est compliqué. En parler en 5 minutes, c'est ça. Oui, c'est toute la R&D qui est derrière. Quand je dis c'est un sujet d'innovation, les gens ne le visualisent pas, mais il y a une vraie recherche expérimentale, de tests, de validation qui est derrière. Je fais très court pour la dernière. Pas du volume. Le volume, moi je dirais 3V. Volume, volonté, victoire. La volonté, je pense que le plus important aujourd'hui, c'est cette excellence que vous faites là, c'est de convaincre qu'il faut y aller. Alors, il faut attraper toutes les troisièmes années à l'université, ESSEC et autres, ces gens qui vont avoir des postes l'année prochaine dans l'entreprise, leur expliquer, vous plantez une graine déjà, ce sera beaucoup plus facile après pour aller les rechercher, les convaincre, ou que eux viennent directement vers vous. Il y a un vivier énorme et je crois qu'il faut semer ici. C'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas. Aussi en venant à vous présenter, évangéliser aussi le sujet. Merci infiniment pour cette présentation. Voilà, on laisse effectivement la parole à Florian Duclos. Je vous en prie, installez-vous, prenez place. Normalement, ça fonctionne. Donc, Florian Duclos, qui est conducteur de travaux chez DTP2I. C'est pas facile à dire, mais c'est bien. Voilà, j'ai pris une petite inspiration avant de le dire. Et donc, effectivement, vous allez pouvoir nous parler d'un autre point de vue sur la décarbonation. Effectivement, voilà, moi, je vais vous parler d'un cas concret. Donc, c'est l'entreprise à laquelle j'appartiens, DTP2I. Donc, elle a été créée en 2005. C'est une entreprise de travaux publics. D'accord. Et donc, dans cette entreprise de travaux publics, on va avoir 2 branches d'activité. Une sur la maintenance routière, que je vais développer là, puisque j'en suis à la charge, et une activité plus classique de VRD, d'aménagement urbain. D'accord ? Donc, l'idée ici, c'est de vous expliquer les étapes par lesquelles nous sommes passés pour réaliser la décarbonation de notre chaîne logistique, mais aussi de notre chaîne de production. D'accord ? Et donc, c'est pour ça que je vais intituler cet exposé « Comment DTP2I a su tirer parti de sa transition écologique ?» parce que je vais vous expliquer les problématiques qu'on a eues et comment on a su y répondre. Voilà, et ce que ça nous a apporté par la suite. Donc moi, je suis un peu scolaire, donc je vous ai fait un schéma en 5 points. Donc ce que j'ai trouvé intéressant dans un premier temps, c'est de vous expliquer comment on en est arrivé à réaliser donc cette transition écologique. Hein. Donc je vais vous expliquer le contexte économique dans lequel on a évolué et évidemment le contexte écologique. Le deuxième point, évidemment, c'est l'investissement qu'on a fait, donc l'enrobé projeté. Et je vais vous expliquer ensuite ce que c'est.
Troisième point, en fait l'enrobé projeté, c'est une technique qui est déjà intrinsèquement éco-responsable. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc nous, on a voulu garder cette direction de développement, et donc cette cohérence de développement éco-responsable, et donc on a continué en mettant des actions en valeur, en créant plus de richesses éco-responsables. Voilà. Enfin, en quatrième point, pardon, je vais pas vous parler des problématiques qu'on a pu rencontrer, d'accord, dans le développement de cette activité lorsqu'on a voulu changer de porteur. C'est-à-dire que l'enrobeur projeteur, c'est une machine qui est montée sur un poids lourd. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est passer du diesel au GNC. Et là, je vais vous expliquer les problématiques qu'on a pu rencontrer. D'accord ? Ça peut être intéressant pour les chefs d'entreprise qui nous regardent. Voilà. Et enfin, je conclurai et je vous essaierai de... Enfin, je vous dirai qu'il faut acheter de l'enrobé projeté. Voilà. Donc, l'analyse de marché, en fait, c'est pas compliqué. On est en 2011, d'accord ? On est en 2011. Il y a deux phénomènes qui surviennent. Au niveau national, il y a une hausse du budget pour la rénovation des chaussées, mais malheureusement, elle n'est pas suffisante, d'accord, pour la rénovation des chaussées. Donc, elle n'est pas suffisamment rapide par rapport au vieillissement des routes. Voilà. Et le deuxième point, c'est au niveau départemental et communal, on a une baisse des subventions. D'accord ? Donc, nous, on voit ça arriver en 2011. Donc, ce qui se passe, c'est que ces deux phénomènes entraînent de 2012 à 2019 une perte du classement mondial de la France dans l'entretien des chaussées. On a des chaussées qui vont être de plus en plus dégradées. Et donc, on perd 18 places en l'espace de 7 ans. Le contexte écologique, donc, il y a une prise de conscience au niveau national et au niveau européen. Et donc, il va y avoir des décisions politiques qui vont être prises, d'accord, pour réduire les émissions de gaz polluants. Donc, on va avoir les mises en place de ZFE qui vont être initiées en 2015. Donc, en 2011, on voit ça arriver, d'accord. Et on va avoir également des demandes spécifiques, par exemple dans les appels d'offres, avec des mises en place de labels, d'accord, notamment le label RSE, dans lequel vous allez avoir un pan qui va être réservé à l'environnement. D'accord ? Et enfin, nous, ce qui va nous impacter le plus, c'est les subventions, donc pour les collectivités locales qui sont déjà existantes et dans lesquelles il va être demandé d'avoir des projets très spécifiques à l'environnement. D'accord ? Donc ça, c'est la situation de l'entreprise en 2011. Donc tout se passe bien de 2008 à 2011, vous voyez, et puis de 2011 à 2012, ici, ouais. On ressent déjà une baisse de notre activité. Donc il va y avoir deux stratégies. La première, c'est avec l'activité de VRD classique, on va augmenter notre volume d'activité, par contre on va réduire notre marge. C'est pour ça que vous avez une grosse différence ici entre le chiffre d'affaires en bleu et le résultat net de l'entreprise. Et donc en 2014, malheureusement, on garde le même niveau de marge, mais le volume diminue, donc on va être déficitaire en 2014. Et le deuxième axe de développement, sur lequel nous, on a décidé de travailler et dont je suis responsable, c'est l'activité d'enrobé projeté. Pourquoi on a décidé de développer cette activité? C'est parce qu'au niveau de nos clients, il y a moins en moins de budget pour réparer les chaussées. Et donc, pour répondre à leurs problématiques, on a décidé de développer cette activité. En plus d'avoir un pan écologique. Voilà. Donc là, je vais vous passer une petite vidéo pour vous expliquer ce que c'est que l'enrobé projeté, pour que vous sachiez quand même de quoi je parle. Donc ça, c'est le porteur, l'enrobeur projeteur est au-dessus. Derrière, il y a un bras articulé, voilà, qui est manié par un opérateur. Donc c'est une technique qui est extrêmement simple. Alors, on va venir... en fait, il y a deux types de matériaux dans la machine. Il y a des cailloux et de l'émulsion de bitume. Donc là, il réalise dans un premier temps une couche d'accrochage pour venir coller la pièce d'enrobé projetée sur le support.
Donc la couche d'accrochage est en émulsion de bitume. Donc l'intérêt de cette technique aussi, c'est qu'on peut intervenir à la fois en 3 dimensions et en 2 dimensions, donc à différentes étapes de vieillissement de la chaussée. Et enfin, on vient compacter. Donc là, vous voyez, on fait différents patchs. Voilà. Donc en gros, l'idée de l'enrobé projeté, c'est pas de créer, de renouveler, enfin c'est une technique qui est déjà existante, hein, c'est pas compliqué. En fait, c'est la méthode de mise en œuvre du matériau qui va différencier de ce qui est fait habituellement. Donc pourquoi c'est une technique intéressante? On a des coûts de maintenance qui sont réduits, donc des coûts de maintenance routière. Au mètre carré, on va être entre 15 et 17 euros hors taxe le mètre carré, contre une technique plus traditionnelle où on va être entre 80 et 100 euros du mètre carré. Hein. Donc c'est extrêmement intéressant pour le client qui a un budget de plus en plus réduit, lui, pour rénover ses chaussées. Donc on a un impact réduit sur la circulation, puisqu'ils appliquent avec un bras articulé derrière. Et donc on a fait des essais sur chaussée. Ça c'est un gros plus. Pas de dégagement de HAP, donc hydrocarbures aromatiques polycycliques, pardon. Et là, le dernier sujet, c'était la silice cristalline, et c'est pareil, il n'y en a pas. Donc on est capable d'intervenir sur chaussée amiantée sans augmenter les coûts de notre intervention. Donc ça, c'est très intéressant aussi pour un donneur d'ordre. Donc maintenant, du côté écologique, on a un bilan carbone qui est réduit par rapport à une technique qui est plus classique. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec des matériaux à basse température, d'accord? Donc il y a moins de dépenses d'énergie. Et aussi, on ne produit pas de déchets. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas fabriqué sur place, tant qu'il n'y a pas de mélange, les matériaux restent nobles. Donc on peut les réutiliser le lendemain ou alors sur un autre chantier. D'accord? Et c'est pareil, il n'y a pas d'évacuation pour mise en décharge. On ne vient pas découper la chaussée, évacuer ce qu'il y a sur place. Voilà. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'on peut intervenir à toutes les étapes de la durée de la vie de la chaussée. Et donc, on va augmenter la durée de vie de la chaussée, le renouvellement de la couche de roulement et de la couche d'usure. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant pour l'impact carbone pour le client. Donc, intrinsèquement, l'enrobé projeté, je viens de vous expliquer que c'était déjà une technique éco-responsable. D'accord ? Mais nous, on a voulu continuer dans cette direction. D'accord ? Développer tout ce qui est réduction de carbone. Donc, on va à une certaine époque, donc on avait une cuve de 12 000 litres, d'accord, pour stocker notre émulsion. Et donc, pour décarboner donc, notre approvisionnement en émulsion de bitume, on a augmenté notre capacité de stockage. On est passé d'une cuve de 12 000 litres à 47 000 litres, ce qui fait que les biberons qui venaient nous livrer notre émulsion, ils ne faisaient plus 3 allers-retours, ils n'en faisaient plus qu'un. Et du coup, ça a réduit de 54% nos émissions à effet de serre. D'accord ? Pareil, il y a un aspect qui est extrêmement important dont on parle assez peu, c'est l'aspect financier. Hein. Évidemment, on ne va pas s'engager sur quelque chose qui nous fait perdre de l'argent. Donc, je fais une économie par tonne d'émulsion livrée de 59 € à peu près. Ce qui fait que sur l'année, j'économise 21 000 €. Et l'investissement d'une cuve à émulsion, c'est à peu près 100 000 €. Donc sur 5 ans, vous voyez, j'ai amorti mon investissement. Deuxième point sur la décarbonation de la chaîne logistique, c'est qu'on a rapproché nos fournisseurs.
Donc sur le transport d'émulsion, donc ça c'est en 2023, on économise, donc on fait 12 300 km de transport en moins. Sur l'émulsion, on fait 4 100 km et sur les cailloux, on fait 12 300 km en moins. En fait, ça fait sur l'année 72 tonnes de CO2 en moins, à peu près. Voilà, et troisième point supplémentaire, donc on livre chez les clients la juste quantité, donc on centralise toutes les livraisons chez nous, et puis après, les camions, ils se chargent à l'agence et ils redispatchent ensuite le matériau chez les clients. Voilà. Donc là, il n'y avait pas uniquement, on n'était pas obligé uniquement de jouer sur la décarbonation de les chaînes logistiques. Ce qu'on a voulu faire en plus, c'est améliorer la décarbonisation au niveau de la production. C'est-à-dire qu'il était très intéressant de changer de carburant, voilà, de passer du diesel au GNC. Donc là, ici, de manière empirique, vous avez la consommation en énergie par jour d'une unité d'enrobé projeté. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on est passé au carburant vert, donc au gaz naturel, on a fait une économie de 43 € par jour. Donc moi, en tant qu'exploitant, évident que je vais faire sortir plus souvent mes véhicules au gaz. D'accord ? Donc, j'ai fait le même calcul pour les économies en émissions de gaz à effet de serre. Pour un véhicule au diesel et au GNR, on a une émission de gaz de 297 kg par jour, à peu près. Quand on passe au GNC, on passe à 232 kg. Et quand on passe au bio-GNV, là, c'est beaucoup plus intéressant, on passe à 42 kg. Donc, on fait une baisse de 86% d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà, donc sur 100 interventions annuelles, ça représente à peu près 25 tonnes pour une seule unité. Aujourd'hui, on a 2 unités, donc on est à 50 tonnes. Dans 2 ans, on en aura 3. Voilà, ça va continuer comme ça. Donc l'intérêt aussi du GNC, très important, c'est qu'on fait beaucoup moins de bruit. Et donc ça, c'est très intéressant pour les gars qui travaillent à côté de la machine et aussi pour le client, puisqu'on travaille beaucoup en milieu urbain. On n'émet pas de particules fines et comme je viens de vous l'expliquer, on réduit nos émissions de gaz à effet de serre. Donc maintenant, je vais passer aux problématiques qu'on a rencontrées forcément quand on est passé au GNC, parce que ça ne s'est pas fait comme ça. Il y a eu beaucoup de recherches, il y a eu beaucoup voilà, donc on a rencontré des problématiques. Quand on a voulu changer, donc on est allé voir notre fournisseur, qui s'appelle Schaeffer Technique, qui fabrique la machine d'enrobé projeté, et on lui a demandé de passer au GNC. Sauf que lui, il nous a dit que ce n'était pas possible. Forcément, ça ajoute une complication. Donc, qu'est-ce qu'on a dû faire? Donc, lui il nous a proposé d'alimenter l'enrobeur projeteur avec le porteur. D'accord? Donc, comme ça, on avait l'ensemble qui fonctionnait au gaz. Mais ça engendre 2 problèmes. Le premier problème, c'est quelle quantité de gaz est-ce que je vais mettre sur mon camion pour pouvoir à la fois alimenter le porteur et l'enrobeur projeteur. Et ça, nous, on ne savait pas au départ. Donc, ce qu'on a fait, c'est le choix de la plus grosse capacité. D'accord ? Malheureusement, ce n'est pas suffisant. On s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant. Donc, on s'est retrouvé avec un porteur avec les plus grosses capacités de gaz. On allait travailler sur Paris avec. Et en fait, mon chef d'équipe, donc et aussi chauffeur de camion, il voyait le niveau baisser très vite. Et donc, la solution qu'on a trouvée, c'est comme il y a une station de gaz à Gennevilliers, donc il s'arrêtait le matin à Gennevilliers pour être sûr de pouvoir travailler toute la journée sur chantier. Ensuite, il revenait le soir, il repassait par Gennevilliers pour refaire le plein, et il revenait ensuite sur Marine. Donc là, vous avez des gouttes de sueur froide qui perlent sur votre front parce qu'en fait, ce n'est pas possible de continuer comme ça pendant des mois. Donc là, on a trouvé une solution. Heureusement, on a investi dans un compresseur qui va passer la pression du gaz de ville de 4 à 200 bars et qu'on a installé directement à l'agence. Donc ça a énormément d'avantages et je vais vous voir après pourquoi. Et le deuxième problème qu'on a eu, c'est quand on fait travailler l'enrobeur projeteur, d'accord, le moteur tourne.
D'accord? Donc on a une vitesse de rotation du moteur qui est à 3000 tours par minute. Sauf que vous êtes à l'arrêt. Et quand on vous demande d'avancer, votre moteur il est déjà à 3000 tours par minute. Donc là, bah, soit, heureusement, vous faites en sorte qu'il n'y ait pas de piéton devant vous, parce que sinon vous le percutez, forcément. Sinon, bah, vous explosez votre embrayage. D'accord? Donc là, la solution, ça a été une solution technique de mettre en place un avancement hydrostatique. Donc, sauf qu'un avancement hydrostatique, il faut apprendre à l'utiliser. Et donc, on a dû mettre en place derrière des formations pour cette utilisation. Voilà, donc là, vous avez les bouteilles de gaz supplémentaires que vous pouvez voir au dos de cabine. Ça, c'est le compresseur qui est chez nous, qui va venir alimenter ici tous nos enrobeurs projeteurs, d'accord, et nos poids lourds. Et là, c'est le système de pilotage que vous avez en plus dans la cabine du chauffeur poids lourd pour l'avancement hydrostatique. Donc, qu'est-ce que ça apporte? Donc, je vous ai expliqué au départ que ça avait apporté certains avantages de passer au GNC. Donc là, quand je vous ai dit qu'on avait une consommation réduite, enfin une autonomie réduite, ben forcément, ce n'était pas une bonne chose. Mais le fait d'avoir ajouté derrière un compresseur qui va nous permettre de nous servir sur le réseau de ville de gaz, ben ça va nous faire gagner 30% d'autonomie. Donc on a plus problème de s'arrêter en station-service. Même ça a fait l'effet inverse. Ce qui s'est passé, c'est qu'on n'est plus du tout obligé de s'arrêter en station pour recharger nos véhicules. D'accord ? Donc en fait, ils arrivent à l'agence le soir, ils se chargent, ils partent le matin, ils vont sur chantier, ils travaillent, ils reviennent à l'agence, ils se chargent. Voilà. Donc il n'y a plus de détour vers des stations-service pour faire le plein. Troisième point, on a un champ de travail qui est plus étendu autour de notre agence. D'accord ? Puisque sinon, il aurait fallu qu'on se déplace à chaque fois à la station-service à Gennevilliers, puisque c'était la seule à l'époque, pour pouvoir faire le plein de gaz. Et donc notre zone d'activité serait été située autour de la station de gaz de Gennevilliers. Voilà. Ensuite, l'investissement dans l'avancement hydrostatique. Donc on a une valorisation du poste de chauffeur d'enrobeur projeteur, puisqu'il va falloir qu'il acquiert de nouvelles compétences. Voilà. Et on a une réduction évidemment de l'usure de l'embrayage. Il faut savoir que ça coûte à peu près 5 000 € de changer un embrayage sur un poids lourd. Donc là, on n'a plus ce problème-là. Donc pour conclure, donc là j'ai repris, en fait c'est la suite du graphe que vous aviez au départ. Donc toujours en bleu, c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise. En vert, c'est le chiffre d'affaires de l'enrobeur projeteur. Et là, vous voyez, ça va mieux à partir de 2014. Donc on repasse dans le positif et on arrive à remonter la pente. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a fait donc, pour décarboner, nous, chez DTP2I? On a d'abord investi dans une technique innovante. Ensuite, on a travaillé sur les chaînes logistiques. On a augmenté notre capacité de stockage. Troisième point, on a travaillé en circuit court. On a rapproché nos fournisseurs. Et dernier point, on a changé de carburation, voilà, de type de carburant. Voilà, j'ai terminé. J'espère que ça vous a plu. Je ne suis pas très à l'aise, mais... Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Ah. Alors déjà, je suis admiratif de votre démarche à plusieurs titres, parce que c'est ce que je pousse aussi, c'est de dire la décarbonation, c'est pas l'élément déclencheur. Vous, c'est un élément financier et on voit que les conséquences, c'est une décarbonation. Et c'est ce que je prône avec la plupart de mes clients, c'est de dire, si vous ne trouvez pas un intérêt, un besoin réel, ce n'est pas une finalité en soi, la décarbonation. Et du coup, je suis admiratif sur ce sujet-là. Et le deuxième, ce que vous avez montré sur l'approche d'innovation. C'est vous avez itéré jusqu'à trouver la bonne approche. La question, elle est plutôt sur cette innovation. Est-ce que vous vous êtes fait accompagner, en tout cas par de l'externe? Et le deuxième, c'est en termes de financement. Et le troisième, comment ça a été aussi vécu en interne? Est-ce qu'il y a des résistances ou plutôt une adhésion? Alors, sur la première question, non, on n'a pas été accompagné. Et donc, je pense que c'est sur le premier investissement, je pense que ce n'était pas une bonne chose. Puisque, en fait, on s'est fait peur au départ. Comme je vous expliquais, au niveau de la capacité de gaz, qui était inférieure à celle dont on avait besoin réellement. C'est après qu'on s'est rendu compte qu'il fallait investir dans un compresseur qui allait alimenter nos machines. Donc ça, c'était empirique.
Maintenant, c'est plus facile sur les prochaines machines, donc tout le travail est fait. Sur la deuxième question, c'était le financement. Le financement. Ouais, alors du coup, on a été en partie aidé par le conseil départemental. C'est un véhicule qui coûte 280 000 € à peu près, et l'aide a été autour de 8 000 €, je crois. Voilà. Ouais. Bon. Voilà. Ouais, c'est une bonbonne de gaz. Et le dernier point, c'était... Comment ça a été approprié par les équipes chez vous en interne? Au début, c'était beaucoup de stress. Au début, c'était beaucoup de stress puisqu'ils devaient s'arrêter à la station-service. Ils voient l'aiguille qui descend très rapidement. On arrive sur chantier, on fait le chantier. Je peux vous dire qu'un chef d'équipe qui est là à se poser la question systématiquement, est-ce que je vais pouvoir rentrer à l'agence? Est-ce que je vais pouvoir rentrer à l'agence toute la journée? Son travail, est-ce qu'il est fait correctement? Est-ce qu'il prend les mesures de sécurité adéquates? Est-ce qu'il fait attention à ses coéquipiers? Moi, c'est ce qui m'a fait un peu peur, parce qu'en plus, il revenait avec des cernes comme ça, puisqu'il s'arrêtait le matin à la station-service, il s'arrêtait le soir. Quand il y avait énormément de circulation, ça leur prenait encore plus de temps. C'est la seule station-service qu'il y avait, forcément, il y avait de la queue. Donc, non, c'est pas facile. Au départ, ça n'a pas été facile, mais au fur et à mesure, après, on a des gars qui sont assez motivés quand même. On a des équipes qui sont assez motivées. Et donc après, au fur et à mesure, on a réussi à répondre aux problématiques qu'ils soulevaient eux et apporter des solutions. Merci. Oui, excellent, merci pour cet exposé. Une première question, quand vous êtes passé d'une cuve de 12 000 litres à 47 000 litres, le produit stocké à l'intérieur, c'est un bitumineux qui est chauffé quand même? Oui, à 65 degrés. Donc le maintien d'une cuve de 47 000 litres est quand même plus coûteux en énergie qu'une cuve de 12 000? Non. Non? En fait, en plus, ce qui se passait, c'est que... Non, parce que vous êtes tout le temps obligé de chauffer le matériau. Oui, mais quand vous tenez en température 47 000 litres, vous consommez plus d'énergie que quand vous tenez en température 12 000 litres. Il y a une inertie thermique, et donc quand le volume est plus important, vous avez une baisse de température qui est plus lente aussi, de 1. Et de 2, on est passé d'une cuve qui est alimentée par le fioul à une cuve qui est alimentée électriquement. Voilà. Donc là, je n'ai pas fait le calcul, mais on gagne aussi là-dessus. Même avec le prix de l'électricité aujourd'hui? Ah oui, oui, oui. Et le deuxième point, j'étais un petit peu surpris expérimentalement, vous avez réussi à gagner, mais le calcul énergétique se fait toujours en mégajoules par kilo. Donc normalement, en passant au gaz, vous pouviez prévoir la quantité de gaz nécessaire pour que ça fonctionne normalement, vraiment par kilo. Hein. Oui, mais je l'ai fait hier, ça, vous voyez. Voilà. Donc, c'est le retour d'expérience, exactement. En fait, j'ai calculé hier qu'il me faut plus, si je veux exactement la même capacité d'autonomie, on va dire, pour passer du fuel, on va dire du diesel au gaz, il me faut plus de capacité que j'ai actuellement, même avec les... Oui, parce que le gaz, vous êtes les bouteilles sur... Vous êtes à 36 mégajoules par kilo et le fuel, vous êtes à 48 mégajoules, donc il y a un écart. Et le gaz, 36 mégajoules, c'est pratiquement la même chose que le carburant alcool, l'éthanol. Donc à peu près la même chose. Mais la problématique sera la même quand on va passer à l'hydrogène. L'hydrogène, on est à 160 mégajoules par kilo. Donc on est 4 fois plus que le fuel. Mais quand on le met en litres, et on stocke en litres, on n'est qu'à 6 à 8 mégajoules par litre. Donc il faut des réservoirs énormes pour faire un avion hydrogène ou un véhicule hydrogène. Et encore, si on le met à 420, 820... Mais bon, ça consomme encore. Alors liquéfié, oui, mais l'hydrogène liquéfié, c'est cryogénique. Une fusée, quand on la remplit, si on ne tire pas, on la vide et vous avez de la glace qui se fait dessus. Donc la cryogénie, c'est pas pour nos véhicules de demain. Hein. Oui, non, d'accord. D'autres remarques, interventions? Vous avez d'autres questions ou pas? Non, bon. Merci infiniment, merci. Super. Merci. Merci. Je vais du coup laisser la parole à nos dernières intervenantes, un duo, puisque effectivement on a la chance d'avoir Florence Elite et Anne Schuster qui vont nous présenter un dispositif à destination, alors pas à destination mais en collaboration avec des étudiants. On vous laisse la parole. Merci beaucoup.
Donc, bonjour à tous. Déjà, on va se présenter. Donc, je suis Florence Salit. Je suis la directrice du département de géographie de l'Université de Cergy-Pontoise, donc de CY, et la responsable du master management et logistique que je vais vous présenter par la suite. Et aujourd'hui, notre objectif est un peu de montrer une autre façon de collaborer entre entreprises et universités et les formations avec un dispositif un petit peu nouveau qui va être complémentaire des dispositifs que vous connaissez, notamment de l'apprentissage, puisque même certains parmi vous ont eu des étudiants en apprentissage de chez nous. Cette collaboration qui va se faire est inédite et particulièrement riche. Pour vous présenter la première partie de cette collaboration, c'est donc la formation. Le master management et logistique du département de géographie de CY fait partie aussi, est une formation qui fait partie de CY Transport, parce que nous avons une école de transport et de logistique qui a pour objectif de mettre en valeur les métiers du transport et de la logistique et de travailler à des collaborations différentes. Cette formation donc, est un master de 2 ans en apprentissage pour à peu près 90% de nos étudiants. Et il y a une possibilité de formation continue aussi pour les salariés. La deuxième partie de cette collaboration, ce sont des entreprises. Les entreprises qui souhaitent collaborer avec ces formations universitaires et avec la recherche, puisque nous sommes aussi adossés à des laboratoires de recherche matrices, et chercher de nouvelles méthodes, de nouvelles idées et de nouveaux talents. J'expliquerai après dans quel cadre. Et le troisième partenaire, ce qui est vraiment l'innovation et la nouveauté de ce partenariat, c'est Atout Jeune Université. Je vais laisser ma collègue Anne présenter Atout Jeune. Alors, je vais faire très rapide. Atout Jeune Université, c'est une association qui a été créée en 2011 à l'initiative de Danone et L'Oréal. L'idée au départ, c'était pas du tout la décarbonation de la chaîne logistique, c'était de diversifier un peu leur recrutement. À l'époque, Danone et L'Oréal recrutaient majoritairement en école de commerce et en école d'ingénieurs. Et ils passaient à côté de à peu près 60% de l'enseignement supérieur, l'université. Donc, ils ont décidé d'essayer de créer davantage d'actions pour recruter dans des universités. Ils se sont immédiatement associés aux 4 universités que vous voyez là, l'UPEC, l'Université Gustave Eiffel et CY, et Paris 8 Saint-Denis. Et ils se sont rendus compte que s'ils voulaient recruter à l'université, il fallait déjà qu'ils s'y présentent, qu'ils soient représentés à l'université et qui donnent envie aux étudiants d'aller postuler dans ces grands groupes, qui lèvent une certaine autocensure qu'il y avait chez les étudiants à cette époque-là. Et du coup, la réflexion était de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces étudiants connaissent mieux l'entreprise avant même de chercher un job ou même une alternance. C'est-à-dire que demander à un étudiant qui n'a jamais mis les pieds en entreprise de chercher une alternance, c'est pas facile. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de proposer des projets tutorés, donc de les proposer assez tôt dans le parcours de l'étudiant. Et ce sont des occasions en fait, pour des étudiants de réfléchir à des problématiques que les entreprises rencontrent, donc des problématiques actuelles, et de pouvoir se révéler, avoir des idées et les présenter à nos entreprises partenaires. Donc ça, c'est un des axes. Et il reste évidemment l'idée derrière de pouvoir recruter ces étudiants qui travaillent sur ces projets-là. Et ça fonctionne, hein, c'est un vrai levier de recrutement pour eux, c'est-à-dire que les étudiants, pour eux, c'est leur premier réseau. Ils apprennent à connaître l'entreprise et on lève très facilement l'autocensure, c'est-à-dire qu'ils arrivent au départ un peu inquiets et puis finalement ils se rendent compte qu'ils sont tout à fait en mesure de répondre à ces sujets-là, très bien encadrés par leur responsable de formation. Et donc on aboutit à des recrutements. Alors soit on les propose en licence de manière à recruter, nos entreprises partenaires du coup peuvent trouver du recrutement d'alternants, soit on a du recrutement classique après un projet tutoré. C'est aussi un moyen pour nos entreprises de repérer des profils de manière un peu différente, pas simplement au regard juste d'un CV et d'une lettre de motivation. Alors, vous allez dire où est la décarbonation de la chaîne logistique dans tout ça, on y vient, puisque voilà, c'est pourquoi cette collaboration va enrichir ces réflexions. Comme Anne l'a dit précédemment, les entreprises ont souvent fait appel plutôt aux grandes écoles, aux écoles d'ingénieurs, et ont passé un petit peu à côté des formations universitaires. Ce
pourquoi travailler donc avec nos étudiants dans ce master? Déjà puisque nous avons des étudiants au profil extrêmement varié. Le master management logistique va regrouper deux grands profils d'étudiants. Le premier, des logisticiens, assez logiquement, qui ont fait notamment une licence professionnelle, un DUT ou un BUT, donc des étudiants qui ont une formation appliquée avec des compétences extrêmement techniques. Et le deuxième profil de ces étudiants, ce sont des géographes. Je suis moi-même géographe, donc je peux représenter plus facilement cette partie. Ces étudiants-là ont une formation académique, une licence générale, mais surtout, ils ont une formation qui leur a appris à avoir une vision globale. C'est l'avantage de cette discipline, c'est que nous sommes une discipline, une science de synthèse, un carrefour, et le sujet de la décarbonation est au cœur, et exactement les mêmes problématiques. C'est une question complexe, et cette complexité, nous avons appris en géographie à l'étudier et à l'envisager sous tous les angles, et par une vision globale. Et donc depuis, c'est la deuxième année maintenant, que nous avons repris avec ma collègue le master management logistique, nous avons à peu près 50% d'étudiants de géographes, 50% de logisticiens. Alors oui, les géographes n'ont pas cette formation de logisticienne de départ quand ils arrivent dans le master, mais c'est aussi l'objectif d'une formation, d'apprendre. Donc ils deviennent pour une grande partie apprentis, donc ils ont des compétences techniques par la formation et par l'apprentissage, et en plus ils arrivent avec leur bagage de géographe, qui est un vrai plus. Les projets tutorés que nous avons pu avoir ces 2 dernières années, justement, c'était l'opportunité pour les étudiants de réfléchir à une problématique concrète que les entreprises nous donnaient, un projet tutoré, une question réelle que les grands groupes pouvaient se poser, et les étudiants devaient réfléchir de manière complètement indépendante, c'est-à-dire que c'est de la créativité, c'est de l'innovation, et surtout ils ne sont pas contraints par le cadre de pensée, parce que ça ne fait pas 10 ans qu'ils sont dans une boîte, ils apprennent les ficelles d'un métier ou d'un secteur, donc ils sont aussi beaucoup plus libres. Et au contraire, nous on les encourage à être libres, à partir dans tous les sens. Et après on resserre, on essaye d'étudier la faisabilité, le coût, mais dès le départ, c'est allez-y, faites-vous plaisir, réfléchissez dans tous les sens. On a aussi aménagé dans la formation des temps, des plages pour faire ces projets tutorés. Donc là, c'est à peu près, sur le dernier projet tutoré de septembre à décembre, on a à peu près engagé 30 heures dans la formation où ils ont pu réfléchir sur ces projets-là. L'idée aussi, c'est de faire des rencontres entre étudiants et les enseignants-chercheurs, les laboratoires et les grandes entreprises, puisque c'est cette émulation, en fait, c'est cette rencontre entre des mondes qui finalement ne discutaient pas tant que ça entre eux, par le biais de ces projets tutorés. Et on voit que tous les partis en fait, sont gagnants dans cette collaboration. Donc plus concrètement, les objectifs de ces projets tutorés? Donc les entreprises sollicitent la créativité de nos étudiants, donc par le biais d'AJU qui nous propose, voilà, il y a telle entreprise qui voudrait travailler là-dessus. Est-ce que tu as le temps, la formation? Est-ce que le sujet est compatible aussi avec ce que vous faites? Et il y a un cadre qui est donné. Donc, j'ajoute, oui. Ça peut être à l'inverse aussi, c'est-à-dire qu'on a aussi nos entreprises partenaires qui nous sollicitent sur divers sujets. C'est assez nouveau de justement travailler sur la décarbonation, du coup, avec cette formation-là. On fait aussi travailler des étudiants aussi de Cergy, d'une filière biotechnologie, chimie sur de la recherche et innovation. Donc la demande peut aussi venir de l'entreprise membre qui nous dit, voilà, nous on aimerait réfléchir à ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas le temps de réfléchir dans notre quotidien. Est-ce que les étudiants peuvent faire un benchmark et éventuellement nous proposer quelques idées? Et après, c'est l'équipe, alors quand je dis l'équipe, c'est l'équipe pédagogique, mais aussi l'entreprise qui va définir les contours, la durée, les attendus, les livrables, exactement comme dans tout projet. Et les étudiants, ça leur permet aussi, au-delà, encore une fois, des compétences techniques, d'acquérir d'autres compétences qui sont de plus en plus sollicitées, notamment la gestion de projet, le travail d'équipe et par le biais d'un projet concret. La restitution de ces travaux va aussi avoir une logique vraiment professionnelle, ça va les immerger, c'est des premières années souvent, donc il faut apprendre à faire des pitchs, apprendre à avoir un rendu, à communiquer. Et je vais
finir par des exemples. Donc, en 2023, l'année dernière, les étudiants de deuxième année, donc en master, dans le master management logistique, ont travaillé un projet tutonné avec Danone sur la décarbonation du transport et de la logistique pour Danone Afrique. Donc, il y avait un sujet très large. Danone a pu donner des éléments concrets, des données chiffrées pour que les étudiants puissent travailler sur certains matériaux. Et 6 groupes ont présenté donc, des projets très concrets avec une estimation des coûts, avec des possibilités et souvent des choses assez surprenantes parce qu'encore une fois, ils ont la capacité de partir dans tous les sens et de chercher, de réfléchir autrement avec toujours cette double casquette, donc logisticien transport et géographe de l'autre côté. Ce projet-là, il a duré 3 mois, de janvier à mars. Nous venons de finir le 2e projet tutoré, donc avec Air France cette fois-ci. Il a commencé fin septembre et là c'était le sujet de la décarbonation de la chaîne logistique d'Air France Industrie. Donc c'est un gros projet tutoré qui avait rassemblé 7 universités et écoles. Nous étions donc la 7e. De fin septembre à la semaine dernière, les étudiants ont réfléchi donc à ce sujet avec nous, on avait les domaines, 3 domaines dans lesquels il fallait réfléchir, donc sur la logistique routière, aérien pour le transport de marchandises et la chaîne logistique d'Air France Industrie. Il y a eu une finale et jeudi prochain, les étudiants qui ont gagné la finale vont aller au forum des achats d'Air France. Donc c'était apporter des solutions, que ce soit en management, des solutions techniques ou des nouvelles approches pour justement réfléchir à la décarbonation de cette chaîne logistique. L'avantage aussi, la particularité de ce projet-là, c'est que ça a été fait pour des étudiants qui venaient de rentrer en formation. Voilà, le 21 septembre, il a rentré, le 22 septembre, il commençait le projet. Donc c'était du team building, c'était aussi... la moitié des étudiants étaient géographes, donc se sont projetés dans la logistique par le biais de cette entrée de projet. Au contraire, ça leur a permis de comprendre tous les rouages, mais par le côté appliqué, au lieu d'avoir que de la théorie. Et nous commençons, et là c'est vendredi cette fois-ci, le projet avec Airbus cette fois-ci, et les 2e années, où là, Airbus, c'est un projet un petit peu plus long, donc c'est aussi un projet de décarbonation du transport de pièces pour Airbus, avec des réflexions cette fois-ci sur le packaging, où les étudiants donc, vont devoir réfléchir à des solutions innovantes pour un packaging sustainable, c'est l'objectif, avec cette fois-ci un rendu à Toulouse, puisque Airbus nous accueille à Toulouse, pour le rendu final, avec là quelque chose encore plus, on passe une étape différente, avec un maquettage et des constructions de quelque chose de concret pour ce projet-là. Alors, je finirai sur les avantages. Non, je ne peux pas finir parce qu'il ne veut pas passer au suivant. Bon, c'est pas grave. Les avantages, en fait, pour les étudiants, quand je dis pour la formation, mais c'est d'abord et avant tout pour les étudiants, et les avantages pour les entreprises qui font ces projets tutorés-là avec nous. Un des avantages indéniables, c'est vraiment de multiplier les relations entre... Merci. Multiplier les relations entre les entreprises et les formations universitaires. Comme je vous l'ai dit en introduction, on a des étudiants d'apprentissage, mais finalement, on n'a pas assez d'échanges sur ce que les entreprises voudraient que la formation mette en place pour les aider, et de l'autre côté, ce que nous, dans la formation, on peut apporter à l'entreprise, au-delà simplement de leur prêter un étudiant pendant 2 ans. Nous sommes en plus là dans une refonte de notre offre de formation, puisque on est en train de réfléchir et on veut justement modifier un petit peu nos enseignements, nos cours, notre approche pour coller au mieux au monde de l'entreprise, mais aussi pour montrer un petit peu, pour combler ce décalage qu'il y a entre la recherche qu'il peut y avoir dans nos laboratoires et le monde de l'entreprise, pour pouvoir faire coïncider les deux. Pour les étudiants, c'est assez évident. Vous avez un bénéfice
Premier, c'est apprendre de nouvelles méthodes, de la gestion de projet, du travail d'équipe, savoir répondre à une commande, qu'est-ce qu'un livrable, enfin des choses que vous connaissez au quotidien, mais pour un Master 1, donc un étudiant qui sort de licence, c'est un apprentissage où vraiment on se met dans le bain. On teste aussi des méthodes comme du design thinking pour justement stimuler la créativité et l'innovation. C'est aussi pouvoir mettre en avant sa motivation, ses talents, et c'est là on s'aperçoit qu'il y a des étudiants, sur le papier, dans les notes, c'est 11, 12, c'est pas forcément très élevé, même si ça reste honorable, et on a des étudiants qui se révèlent dans ces projets-là, puisqu'ils savent mobiliser leurs connaissances quand c'est un cas concret. Ils sont par exemple aussi très bons vendeurs à l'oral, ils savent très bien pitcher, il y en a qui étonnent tout le monde et pas tout le monde, où il y a des meneurs dans les réflexions groupes. Enfin, chacun peut aussi développer ses propres compétences au-delà de la compétence purement scolaire, on va dire, et classique. Pour les entreprises, ça permet, alors déjà, voilà, de dire, on a une idée, un projet, mais on n'a pas le temps de réfléchir dessus. Donc ça permet de faire des liens. Il y a aussi, dans ce qu'on a pu voir, dans le retour d'expérience, c'est que les entreprises sont très contentes en fait, d'avoir du temps d'échange avec les étudiants, de voir un peu cette génération qui ne pense pas pareil. Elle ne pense même pas pareil que l'équipe pédagogique. Donc ils ont un autre âge, ils ont un autre vécu. Donc ils ont une approche différente aussi des questions environnementales. Je pense que ce qui, là, sur ce sujet-là, est essentiel. Et surtout, là, on diversifie, et je mets en avant, après je suis parti pris, mais les formations universitaires, on diversifie pour ces entreprises-là, on sort uniquement grandes écoles, on diversifie les personnes que l'on rencontre, les approches aussi de cette génération et d'une formation universitaire qui peut être extrêmement riche, même si au départ, elle est moins connue que d'autres. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre attention, et puis on prendre vos questions. Des remarques, des questions? Oui. C'est très intéressant, je vous remercie. J'aurais deux questions. Dans les travaux qui ont été faits par vos étudiants sur la décarbonation, sur le transport aérien, est-ce qu'ils ont intégré également les SAF, les nouveaux carburants verts? Oui. Oui. D'accord. Et deuxième question sur enfin, c'est pas forcément une question. Vous savez que le Airbus a lancé la fabrication d'un cargo à voile pour emmener les éléments d'Ariane de la France en Guyane. Il n'y a pas qu'Airbus qui l'a fait, il y en a d'autres. Il y en a d'autres également. Il y en a un autre, le cargo à voile. Justement, ça fait partie des solutions qui avaient été données l'année dernière. Vous travaillez sur ces sujets-là également? Alors, c'est pas qu'on travaille sur les sujets, parce que les étudiants vont mobiliser, en fait, ils ne sont pas ingénieurs, dans le sens où ils ne vont pas participer. Par contre, c'est plus un petit peu comme la présentation qu'on a eue tout à l'heure, une vision globale, et ils savent faire appel à ces entreprises qui travaillent, en fait, et connaître les systèmes, mettre les gens en relation, et penser de façon globale et optimiser l'ensemble de la chaîne logistique. En fait, il y a tout un élément dans le projet qui est extrêmement important pour les étudiants, c'est toute la recherche de l'existant. Oui. En fait, ce que les entreprises n'ont pas le temps de faire forcément, d'aller justement chercher la solution du cargo à voile, etc. Et donc, c'est ça qu'ils vont mobiliser et qui va aussi intéresser les entreprises du coup. Et dans les choses plus pragmatiques, donc vous êtes géographe de formation, le commerce international transite par les océans, 95%. Oui. Il y a 3 goulots d'étranglement, le canal de Malacca, détroit de Malacca, pardon, Suez et Panama. Panama, aujourd'hui, on voit que les bouchons sont importants. On passe de 2 jours à plus de 20 jours d'attente parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Donc, ce n'est pas le problème pour M. Baba encore aujourd'hui. Il y a encore de l'eau dans la Seine. Hein. Ouais, mais ce n'est pas du fluvial. Mais Panama fait qu'aujourd'hui, les retards sont très importants. Les coûts montent. On arrive maintenant même à faire des ventes aux enchères pour avoir les droits de passage. Le coût est très élevé. Et avec la fonte des glaces, on commence à réétudier le passage par le Grand Nord. Il n'y a plus de coûts, il y a peu de droits de passage. La route est à peine plus longue. Est-ce que les étudiants commencent à travailler sur ces solutions-là également? Alors, c'est là où je vais montrer un petit peu la différence de réflexion, en tout cas en géographie. On n'est pas là pour apporter des solutions, on est là pour analyser et pour évaluer en fait ces solutions. Vous me dites, ok, la route du Grand Nord, elle s'ouvre, mais moi je vais vous dire quel autre impact aussi il peut avoir de prendre la route du Grand Nord. Il y a la vision économique qu'on va prendre en compte, mais tout le reste.
Et Panama, c'est une voie, il y en a d'autres. L'objectif, en fait, c'est une analyse critique des possibilités, d'accord ? Mais on n'est pas là pour apporter une solution. On est là pour donner tous les éléments aux décideurs et aux gestionnaires pour qu'ils puissent justement prendre en compte ces évolutions. Donc les étudiants, alors là, en licence, on est une licence académique, hein, donc on forme à une discipline et pas un métier encore. Il faut une autre formation, un master derrière pour ça. Nous, on apprend à réfléchir et à aborder la complexité. C'est notre objectif principal, c'est comprendre le monde qui nous entoure et aborder cette complexité. Avec ces outils-là et cette compétence de réflexion, et bien sûr une partie de connaissance, on va apprendre un métier et des compétences dans le master. Et dans le master, c'est là où en fait, on voit la différence, l'apport en fait, de ces géographes, parce qu'ils savent prendre des éléments de climato, des éléments de commerce maritime, de commerce international, de flux, etc., pour pouvoir répondre à une problématique. Oui, bonjour, Mathieu Petitot, Meké Inox. Très beaux exemples de très grandes entreprises. Moi-même, je dirige une PME. C'est un peu difficile de se projeter dans la collaboration avec l'université. Vous nous avez pas parlé. C'est quoi la notion de ticket d'entrée? C'est quoi la notion de taille minimale du projet pour intéresser vos étudiants? Alors, voilà, parce que là, vous nous parlez de choses très, très belles. Mais j'avoue que c'est vrai que pour une PME, voilà, il faut. Alors là, ces collaborations, c'est aussi le fruit d'opportunités qu'on a su saisir puisqu'on s'est rencontrés avec Atout Jeunes Université. Nous, on est toujours prêts, c'est l'avantage en fait des formations master, à travailler avec des entreprises et c'est aussi une raison pour lesquelles on est là aujourd'hui avec CY Transport qui est représenté par Vanessa, ma collègue, c'est qu'on a nos étudiants qui travaillent beaucoup dans le Val d'Oise et on voudrait travailler avec des entreprises dans le Val d'Oise aussi. On a une flexibilité en fait, dans les approches. Dites, on voudrait faire un projet tutoré à un sujet, on peut mettre 10 heures, 20 heures. Moi, j'aimerais le développer aussi en licence, parce que je suis la responsable de la licence de géo. Je voudrais qu'on commence plus tôt pour initier les étudiants à ce type de choses. Et donc ça, c'est vraiment le fruit d'une discussion et on a une adaptabilité que je ne sais pas, je ne connais pas assez les grandes écoles pour savoir s'ils ont cette même adaptabilité, mais nous, on a envie en fait, de travailler, de faire ces collaborations-là. Donc, vous dites, voilà, j'aimerais travailler sur ce sujet, donner ce sujet aux étudiants, ou alors, comme je poserai la question à certains d'entre vous après, mais est-ce qu'une intervention de 4 heures, 5 heures, 10 heures dans notre formation pour présenter vos problématiques vous intéresserait? Parce que, justement, c'est aussi par ce biais-là, on a des intervenants professionnels qui assurent des cours, et pas simplement une conférence d'1 heure, hein, qui assure un cours, et ça fait partie, en fait, de la richesse de la formation. Je laisse Anne répondre pour la deuxième partie. Et dans le cadre d'Atout Jeunes Université, en fait, ça a été un parti pris à un moment donné, commun aux entreprises et aux universités de travailler avec les grands groupes, tout simplement parce que quand on regarde les chiffres de l'insertion professionnelle, ils ne sont pas du tout si mauvais que ça quand on sort de l'université. En revanche, quand on le rapporte aux grandes entreprises, là, on a effectivement des chiffres qui sont largement inférieurs à la moyenne nationale. Donc ça a été un parti pris à un moment donné pour vraiment faire de l'association une association qui aide à l'insertion professionnelle dans les grands groupes. Voilà, c'est un choix qui ne va pas forcément rester comme celui-là, mais en tout cas, et comme la collaboration s'est faite via l'association, pour l'instant, elle s'est faite avec des grands groupes. Et non, on est gratuit. C'est aussi, c'est dans les bénéfices. Commencez par ça dans le pitch. Vous commencez le pitch par ça, quoi. L'association ne l'est pas. Ouais. La collaboration avec les formations, non, elle est gratuite. Merci. Ça fait partie de la formation de nos étudiants, en tout cas. Il n'y a pas à chaque fois. Pas à chaque fois, on a fait une fois une convention et autrement, c'est des accords de confidentialité. Pour ça que je ne suis pas rentrée dans le détail des projets, puisqu'il y a des accords de confidentialité très lourds qui sont en place pour chaque projet. Mais non, même pas forcément une convention, ça dépend vraiment. Vous n'êtes pas mutualiste? Non, on est très, je vous dis, on est très libre. C'est l'avantage de l'université. Pour répondre sur la partie partenariat avec l'université, là je mets une autre casquette au sein du conseil d'administration.